heureux de vous avoir, malgré les périodes de vacances. Et ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Alain Garcia, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est l'ancien directeur technique d'Airbus, et qui est aussi président de la commission de l'aéronautique civile à l'Académie de l'air et de l'espace. Et au cours de cette commission, ou plutôt le résultat de cette commission, ça a été de créer 2 colloques. L'un qui a étudié les perspectives de l'aviation commerciale à l'horizon 2050, et le dernier qui s'est plus particulièrement plongé sur l'objet, je dirais, de cette conférence de ce soir, qui est le transport aérien sera-t-il tout automatique à l'horizon 2050 ? Alors derrière cette question, évidemment, se posent de nombreuses questions, les équipages en particulier, la sécurité aérienne. Et donc, je vais laisser à Alain Garcia l'opportunité de présenter cette réflexion collective. Merci Jean-Claude. Bonsoir à tout le monde. Bien. Alors, d'abord, je veux simplement confirmer ce que disait Jean-Claude, à savoir que nous travaillons depuis 2013 et c'est le résultat de visites, de rencontres faites chez des constructeurs bien connus et des organismes de recherche. Bon, ceci pour dire que ce n'est pas simplement une élucubration académicienne de vieux Chabani qui essayent de réfléchir, mais nous essayons de rester dans l'actualité. Et puis, bien entendu, nous avons pris en compte les résultats du colloque international qui a été tenu à Toulouse en juin 2016. Alors, qu'est-ce que je vais couvrir au cours de cette présentation ? D'abord, fixer les objectifs de l'automatisme ou pas. Pourquoi sommes-nous penchés sur l'automatisme ? Puis après, je rappellerai le contexte de cette étude, donc l'évolution dans le temps de l'application des automatismes sur les avions et sur les transports aériens en général, avec les résultats. Puis nous avons échafaudé des scénarios possibles d'évolution. Et là, je couvrirai que des cas de base. Parce que, en fait, je vous montrerai un tableau qui peut être décliné avec pas mal de variantes, mais nous verrons que c'est assez complexe, puisqu'on a des probabilités d'occurrence de panne, etc., qu'il faut combiner. Donc il y aura un petit exercice intellectuel à suivre. Nous en tirerons les conséquences et les précautions à prendre dans le futur si on veut aller vers le plus automatique, en considérant que c'est la solution vers l'amélioration de la sécurité du transport aérien, qui est d'ailleurs bien, mais on va voir qu'il faut encore l'augmenter. Et puis, la morale de cette histoire. Alors, revenons aux objectifs. Et si vous vous souvenez, lorsque j'étais venu vous présenter comment voulons-nous en 2050, nous avions échafaudé sur une base mathématique qui correspondait à l'expression du besoin de transport et du prix du billet moyen. Et donc nous pensions, avec une hypothèse de prix de pétrole à l'horizon 2050 à 250 dollars le baril, que finalement on devrait arriver à tripler pour l'année 2050 le nombre de kilomètres passagers effectués. Et en fait, on s'est rendu compte que la réalité allait au-delà de ce que nous avions prévu. Et donc nous nous sommes livrés à une analyse qui est finalement l'influence du taux du pétrole, du prix du pétrole, et qui nous a démontré, alors on ne voit pas les courbes, bon, ben j'espère que c'est la seule pour laquelle ça se produira. Effectivement, les courbes sont pas là. Bon, alors il existe des courbes d'évolution du trafic qui montent à ces points-là. Alors, ici, on va retrouver en fait une courbe qui vient se superposer de manière remarquable à la prédiction de l'évolution du trafic pour les années 2035 ou 2034 à ce moment-là,
faite par Airbus et Boeing, avec un prix de pétrole à 80 dollars le baril. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, contrairement aux craintes que nous avions lorsque nous avions fait notre première étude, c'était en 2009, où on voyait un gradient de prix de pétrole qui était important, et bien finalement, le prix du pétrole s'est écroulé par des politiques différentes de production du pétrole à base sur le schiste, le Canada qui a développé, les États-Unis, la politique des pays arabes a fait que finalement le prix du pétrole s'est maintenu autour de 80 dollars. Alors on peut retrouver par cette analyse, on va retrouver notre courbe initiale de 150 qui serait ici et qui passerait en dessous de cette valeur-là. Alors en réalité, d'accord. Bon, non mais je reviens en arrière parce que je me demandais si les courbes ne venaient pas de manière séquentielle, mais en fait, bon, elles n'y sont pas. Donc, en fait, nous retrouvons tout à fait la prédiction. Et de ce fait, nous pensons plutôt qu'en 2050, si cela continue, puisqu'après on pourrait avoir des flexions s'il y avait une évolution du prix du pétrole, effectivement, on arriverait à quintupler le trafic par rapport à celui qui existait en 2010. Et c'est à peu près le gradient que l'on voit avec les productions des avions et les livraisons qui sont astronomiques en ce moment. Donc, quand on dit que le trafic va quintupler, si on considère que la mission moyenne reste à peu près à la même distance, avec une capacité d'emport à peu près pareille, ça veut dire que c'est un nombre de vols. Le nombre de vols qui va à peu près quadrupler. Et donc, si on veut conserver le même nombre d'accidents en valeur absolue qu'aujourd'hui, ça veut dire que le taux d'accident doit être divisé par 4 par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà les objectifs. Alors, également, ce que nous avions en tête, c'était d'apporter des réponses, je dirais, absolues, quantifiées, aux adeptes des avions sans pilote, puisqu'on entend des journalistes raconter que demain, on volera avec des avions sans pilote. Donc nous sommes posé la question professionnellement pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire réellement au point de vue possibilité de suppression de l'humain dans la conduite d'un vol avec ces différentes actions. Alors, au point de vue, après ce contexte-là, si je fais le constat des taux d'accident que l'on voit en fonction du temps ici, qui sont des valeurs moyennées sur 3 ans, puisqu'on fait tout le temps on ne va pas prendre des cas qui sont erratiques en nombre d'accidents excessifs ou absence d'accidents, donc on intègre sur 3 ans, eh bien on se rend compte que les jets ont un taux d'accident qui ont faibli de manière notoire depuis 28 ans, depuis dans ce cas-là 25 ans. On voit d'ailleurs qu'en Amérique du Nord, ils ont tendance à se stabiliser. Ils sont rejoints par les jets du monde. Voilà, on retrouve un point commun ici. Et par contre, on constate que les turbopropulseurs ont un taux de panne qui est bien plus élevé, du fait certainement de leur fragilité et puis des conditions de vol qui sont différentes. Alors le fait est, lorsqu'on combine le nombre de vols et on fait la valeur moyennée de ces taux de panne, eh bien on se rend compte que finalement on vit aujourd'hui avec un taux moyen d'accident mortel au niveau mondial donc de 0,64 accidents par million de vols. Voilà. Alors c'est une valeur que l'on peut garder en référence. Alors on y est arrivé avec des évolutions technologiques, des évolutions de formation de l'équipage et une amélioration donc, de la maintenance. Donc on a pris des précautions. Alors pour illustrer cette évolution, voilà ce qui se faisait de mieux en 1950. Voici le poste de pilotage
de l'avion Armagnac. On retrouve d'ailleurs un tas de pendules ici. Je suis désolé pour la qualité de la photo, mais je n'ai pas trouvé mieux. On trouve un poste ici de mécanicien, navigant, et puis il doit y avoir quelque part un poste de navigateur, puisque vous savez, à ce moment-là, donc on faisait des vols avec 4 membres d'équipage. Puis après, on est passé dans les années 70 à notre superbe avion Concorde, où on voit d'ores et déjà quand même une certaine rationalisation sur la mise en place des instruments sur la planche de bord. On a gardé ici le poste de mécanicien navigant, qui était particulièrement nécessaire du fait d'une certaine complexité de cet avion, avec les rampes des entrées d'air variables. Et puis, à partir on a eu une progression. Voici l'image de la 380. La 380, donc, qui a été certifiée en fin 2006, où on voit une bonne résolution. Évidemment, l'absence de planche de système, puisque, en fait, c'est le plafond qui rassemble les contacteurs et les instruments qui correspondent au fonctionnement système. Donc, l'équipage a la possibilité d'accéder au système pour les contrôler avec une centralisation des données qui permet donc à l'équipage, chaque membre de l'équipage, de connaître réellement l'état de l'avion. Et sur la 350, ça va encore mieux, puisque ici, au lieu d'avoir 2 écrans cathodiques latéralement, il n'y en a plus qu'un seul. Il y a un seul ici central, donc on se retrouve avec une planche de bord avec 3 grands écrans plats. J'ai dit écrit cathodique, je rectifie, c'est écran plat, hein, des LCD. Bien, alors, corrélativement, on mesure les taux d'accidents mortels en fonction des générations d'avions. Je pense que cette étude a déjà été montrée dans cette enceinte. On va retrouver ici les avions de première génération, les turbojets, ce sont les Comet, par exemple, les Boeing 707. Et là, on se rend compte que finalement, ils ne sont pas descendus en dessous de 2 accidents par million d'heures de vol. Et puis, par effet baignoire et par effet de vieillissement, il y aurait une tendance à avoir un peu plus de panne. Puis sont arrivés les avions de la 2e génération, ça c'est plutôt la famille A300B, le DC-10, le Lockheed 2011, et après les erreurs de jeunesse que l'on connaît, eh bien, on a un taux qui a bien chuté, puisqu'on est autour, à ce moment-là, de 0,6 accidents par million d'heures de vol. La 310 est arrivée, c'est là qu'on a mis les tubes cathodiques, cette fois-ci, non pas les écrans plats, avec les premières installations donc, de pilotes automatiques plus perfectionnés. Donc on a vu, après donc, les effets de panne de jeunesse, on a vu que ça se stabilisait autour de 0,4. Donc on a gagné. Et enfin, nous sommes dans cette génération, la 4e génération, où on a toujours vécu ces erreurs. Souvenez-vous d'Upshine, souvenez-vous de certaines erreurs qui ont été commises. Et donc à ce moment-là, on a monté artificiellement le taux de panne et d'accident parce qu'on avait accumulé peu d'heures de vol. Et puis, avec le cumul, on se rend compte que finalement, on descend autour, pour ces avions-là, autour de 0,2 cas d'accident mortel pour 1 million d'heures de vol, ou 1 million de vols. Voilà, donc nous observons que les générations corrélées à l'apprentissage du pilotage de ces machines, le CRM qui est arrivé. Le CRM, c'est le Crew Resource Management. C'est surtout une nouvelle façon de piloter en s'assurant qu'il y a un bon échange entre le pilote et le copilote ou autre, de manière à ce qu'il n'y ait plus le commandant qui était maître à bord et puis l'autre, le copilote qui apprenait son travail et qui intervenait peu, et ça existe encore dans certaines sociétés. Donc tout cela a fait qu'on est arrivé à ces taux qui sont remarquables.
Mais il va falloir quand même améliorer. Donc aujourd'hui, on se rend compte que donc, on a je viens de le dire, des interventions humaines qui sont plus fiables grâce aux formations et les innovations technologiques. Aujourd'hui, on peut caractériser la cause d'accidents d'origine humaine comme participant à hauteur de 50% des accidents pour la période de 10 ans, de 2002 à 2011 que nous avons analysé, comparativement à 75% des cas 20 ans auparavant. Donc on voit qu'il y a quand même une amélioration substantielle sur la qualité de pilotage et de prise en compte du contexte du vol. Alors là, il faut faire une remarque importante parce que lorsqu'on va le ramener aux objectifs de sécurité, eh bien, il faut savoir que l'incapacitance totale ou partielle, c'est-à-dire donc totale, c'est la mort du pilote, malheureusement, ça arrive de temps en temps, ou bien un accident comportemental ou de santé qui l'empêche de piloter, eh bien, ceci survient 1,3 fois tous les millions d'heures de vol. Alors, tous les millions de vols. Donc, en fait, on se rend compte que si on a des taux d'accidents qui sont de 0,64, c'est que, en fait, c'est grâce au fait que l'on a aujourd'hui 2 pilotes à bord, pour lequel donc la combinaison de l'incapacitance des deux, lorsque je fais le produit des 1,3 à 10 puissance moins 6, se ramène à 1,6 10 puissance moins 12, autant dire que statistiquement, la perte des deux pilotes, l'incapacitance, à ce moment-là, n'intervient pas. Donc déjà, on se pose une question, si on enlève un pilote, eh bien, il va falloir faire quelque chose, il va falloir le remplacer par quelque chose, puisque lui, il est susceptible d'être dans l'incapacité à 1,3 10 puissance moins 6, ce qui est supérieur au taux d'accident que nous allons viser aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est déjà le premier constat. Après, on va se fixer des objectifs. Donc nous sommes partis, voici la valeur globale, le 0,64 que je vous ai indiqué. Si on arrive à quadrupler donc le trafic, eh bien, l'objectif qu'il faudrait se fixer pour avoir le même nombre d'accidents, le même nombre absolu d'accidents, c'est de passer de 0,64 à 0,16. Comment allons-nous y passer? Eh bien, ce graphique, qui est un peu complexe, montre simplement les taux d'accidents par grande région. Alors, on va retrouver l'Europe globale avec les pays de l'Est. Ça, c'est plutôt l'Europe donc avancée, l'Europe occidentale. L'Amérique du Nord, qui comprend donc les États-Unis et le Canada, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Tout ceci se combinant pour ces tranches d'années que vous voyez par ces vecteurs-là. Et on retrouve pour la période analysée le 0,64, correspondant à un taux de panne pour l'Amérique du Nord de 0,15 et même chose pour l'Europe. Alors maintenant, si on vise un 0,16, comment pouvons-nous atteindre ce 0,16 qui est mondial, qui se veut mondial? Eh bien, c'est qu'il faut appliquer un objectif différencié en fonction de la maturité de l'aviation de cette région. Parce qu'on ne peut pas penser que tout d'un coup, les gens qui sont à 2,2 de taux d'accident vont passer à 0,16. Donc, nous avons proposé une répartition qui correspond à un certain effort. Donc, pour les pays avancés, nous avons pensé que diviser par 2 le taux actuel pourrait être une bonne référence. Et si, ma foi, donc 0,08, on y arrivait, les autres y arriveraient progressivement, mais on pourrait, à 2050, envisager un taux légèrement supérieur. Donc, avec les poids respectifs et les combinaisons,
de ces objectifs que nous avons donnés ici, nous arrivons au 0,16 en question. Voilà. Donc, nous allons essayer de réfléchir pour une aviation occidentale avec des avions, des jets que nous connaissons bien, qu'Airbus et Boeing construisent, en visant donc pour les taux qui nous intéressent. Les taux faisant intervenir les pilotes à hauteur de 50%, nous allons viser 0,04 accidents par million de vols, c'est-à-dire donc les 50% de ces objectifs que nous venons de fixer. Voilà donc ce que nous allons essayer d'atteindre et de démontrer par une combinaison d'amélioration des systèmes sur avion ou bien avec amélioration de la façon de piloter. Alors, pour ce faire, nous avons analysé 3 types d'accidents typiques. Les ordres de grandeur sont là, on ne va pas se batailler pour savoir si l'un fait 25% alors que l'autre en fait 40%. On parle d'ordre de grandeur ici, bien entendu. Donc, en fait, on se rend compte que lorsqu'on est aujourd'hui à 0,08, si on répartit en 3 les 3 types d'accidents, chacun des types d'accidents actuels se réalise à 0,026, ce qui est le tiers du 0,08. Voilà. Donc, nous allons trouver, pour combiner ça, des pannes mineures système avec un contre de l'équipage. Nous allons trouver des pannes majeures système qui demandent, sous stress, une réaction beaucoup plus tendue et plus difficile pour l'équipage, faire l'analyse de la situation réellement et prendre les actions correctrices. Et puis nous avons également donc d'autres événements qui surviennent quotidiennement. À chaque vol, il survient un événement et nous pensons que, bon, on n'en entend pas parler parce que c'est résolu par les 2 membres d'équipage, mais ce sont des cas qui comptent et qui interviennent. C'est un déroutement qui doit survenir parce que la piste d'atterrissage est encombrée. Bon, il faut prendre. C'est un danger aviaire au décollage, donc un vol de moineaux qui se présente. Donc l'équipage corrige. Il y a d'autres événements. Donc avec ces taux qui doivent intervenir. Donc finalement, si chacun des cas survient à hauteur de 0,26 10 puissance moins 6, eh bien on se rend compte qu'un équipage, bon, pour ce cas de panne, qui survient une fois tous les 1000 vols, eh bien pour avoir ce taux d'accident, ça veut dire ce cas n'est pas contré par l'équipage à hauteur de 0,026 10 puissance moins 3, c'est-à-dire, grosso modo, 2 fois sur 100 000 cas, ce qui est très honorable, on va dire. L'équipage se débrouille très bien. Pour les cas plus critiques, qui surviennent avec un taux de 10 fois moins élevé, eh bien, l'équipage résout le problème à hauteur de 2 fois tous les 10 000 cas, ce qui est tout à fait honorable. Et puis, finalement, les autres événements sont résolus à hauteur de 1 fois par vol. Donc, si on veut diviser par 2 le fameux 0,8 pour arriver au 0,4 pour chacun de ces cas, il faut, au lieu de tabler sur le 0,026, on va tabler sur le 0,13. Et donc, nous allons analyser dans différents scénarios comment nous pouvons y arriver. Alors, plus d'automatisme, moins de membres d'équipage, eh bien, nous allons essayer, de manière de base, très rustique, de voir le scénario où on garde 2 pilotes à bord, donc il faut améliorer, diviser par 2. On n'a qu'un seul pilote à bord. Comment fait-on avec son taux d'incapacitance pour diviser par 2 le taux qui est déjà très bon? Et puis, pas de pilote à bord. Alors, prenons le premier cas. Le premier cas, c'est le plus simple. C'est l'avantage de ces scénarios, c'est qu'on passe du plus simple au plus compliqué. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. C'est un bon entraînement. Pour 2 pilotes à bord,
eh bien, les pannes système peuvent être ramenées, au lieu d'être à une panne pour 1000 vols, on peut les ramener à 0,5, donc avoir une amélioration du système pour une même réponse de l'équipage, et même on peut concevoir qu'à l'horizon 2050, on pourra encore améliorer l'interface machine pour améliorer la réponse. Et donc, ce problème-là ne se pose pas. Pour les cas de panne majeure, à ce moment-là, ce sont des cas qui sont plus sévères. On va supposer qu'on a amélioré les systèmes, qu'au lieu d'avoir un cas de panne une fois tous les 10 000 vols, eh bien on les a 0,5 fois tous les 10 000 vols. Et à ce moment-là, il faut combiner la résolution avec une meilleure interface homme-machine, et nous pensons que l'équipage devrait pouvoir faire. En gros, divisé par 2, on doit y arriver. Pour les autres événements, c'est la même chose. On peut ramener l'avion beaucoup plus facilement. Au lieu d'avoir, pour les cas qui surviennent à 0,26, les ramener à 0,13, tous les 0,013, tous les millions de vols, avec une meilleure interface, une meilleure anticipation des événements, on devrait y arriver. Ce qui nous fait dire que si on ne change pas le principe du cockpit avec 2 pilotes à bord, à l'horizon 2050, atteindre l'objectif que nous sommes fixés ne doit pas être impossible à nous tous de faire sur le plan de construction avion, sur le plan formation, sur le plan maintenance, ce qu'il faut, en gros, pour diviser par 2 les taux de panne. Voilà. Donc, notre position, c'est qu'on doit pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, là où le problème devient plus difficile, décidément, ça ne va pas du tout. Hein. Ouais, c'est une belle panne système. C'est la clé, lorsqu'elle a été publiée, a décalé complètement les valeurs. Ouais. Bon, alors, je vais vous montrer où se trouve la racine carrée, en gros. Parce que cette racine carrée, ben, normalement, elle est là. C'est en fait le calcul de la résolution ou l'absence de résolution par un seul pilote lorsque on a une panne de manière qui soit conventionnelle. Alors, la résolution provient alors c'est le 0,026 10-6 que j'ai transformé en 2,6 10-8. Hein. Alors, ça c'est divisé par le taux de panne, et donc avec ceci, vous avez la panne des 2 membres d'équipage. Si on considère que chaque membre d'équipage a le même taux, ce qui est à peu près vrai, donc son taux de défaillance sera de 5, 10 puissance moins 3. Donc la racine, c'est en fait la racine de cette division, 2,6 10-8, puisqu'on a combiné donc les 2 membres d'équipage. Hein. Donc en gros, ça revient à dire que pour un seul pilote à bord, il faut qu'il soit capable de résoudre avec je dirais 995 cas sur 1000 cas, ce qui donc nous semble à peu près correct avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si on passait sur un seul pilote, étant donné que l'on vient de définir que son taux de panne est de 0,5 10 puissance moins 3, si on veut atteindre l'objectif de 1,3 10-8, donc divisé par ce taux-là, il faudrait qu'en réalité, eh bien, ça c'est le taux de panne amélioré des systèmes, il faudrait que le pilote soit capable de résoudre jusqu'à un taux de défaillance de 2,6 10 puissance moins 5. C'est-à-dire qu'il soit 200 fois meilleur que ce qu'il est aujourd'hui statistiquement. 200 fois meilleur. Vous comprenez qu'on parle là de notre monde. Donc, alors nous avons essayé de combiner des améliorations système et des améliorations de réaction de l'équipage lorsqu'il est tout seul à bord, et pour arriver à des ordres de grandeur. Alors, en disant, on peut améliorer les interfaces permettant à l'équipage de résoudre jusqu'à
5 défaillances tous les 10 000 vols, tout seul. Voilà. Et passer les systèmes encore en les divisant, soit par 20 par rapport à aujourd'hui. Eh bien, ce que nous disons pour ces cas-là, eh bien, est-ce que c'est possible? Peut-être que ça l'est à terme, mais aujourd'hui, nous pensons qu'une assistance complémentaire au pilote de bord est requise. Et on arrive à une notion que finalement, il faudrait, et c'est une notion qu'on a retrouvée dernièrement dans un papier de la NASA qui analyse les conséquences du SPO, le Single Pilot Operation, qui consiste à mettre au sol un pilote qui surveillerait un certain nombre de vols et qui aurait la même fonction d'échange du CRM que le pilote qui est à bord, qui est le copilote. Pourvu que les communications soient parfaites et soient bonnes, avec le détail qui va bien, au moment où survient la panne. Ce qui veut dire qu'il faut de la quantité d'informations et de la disponibilité à tout moment. Donc vous voyez que l'enjeu est quand même important, et donc on comprend qu'effectivement, avant d'y arriver, il y aura de l'eau qui va passer sous les ponts, et maintenant on se rend compte qu'effectivement, dans les recherches qui sont faites, et en particulier aux États-Unis, on a rétropédalé en passant de 0 pilote à 1 pilote à bord, plus un pilote au sol, puisqu'autrement on ne peut pas atteindre les objectifs. Voilà. Alors, si je fais le même raisonnement, donc, attendez, si je fais le raisonnement suivant pour les cas B, alors les cas B, ce sont les cas de panne sévères. On va retrouver exactement le même raisonnement. Bon, je vais passer là-dedans. On va trouver en réalité qu'il y a une quasi-impossibilité sans avoir une assistance au sol. Et pour les événements qui surviennent de manière systématique, on voit que le défaut pilote à ce moment-là est 2,6 10 puissance moins 8, c'est sa racine carrée, lorsqu'ils sont 2, c'est de 1,6 10 puissance moins 4. Eh bien, même si on fait on va jusqu'en considérant qu'il résout 100% des cas, parce que ce sont des cas qui surviennent de manière récurrente, donc jusqu'au niveau de son incapacitance, il subsiste un trou de 100. Bon, encore pour dire qu'un seul pilote à bord, avec son risque de défaillance, ne peut pas suffire, et il faut donc une intervention humaine pour résoudre ces problèmes-là. Donc, en finale, ce cas-là nous montre que l'objectif fixé avec un seul pilote semblerait accessible pour les pannes système, pourvu que l'on mette en place une assistance humaine et indispensable qui est au sol avec la qualité des communications qui vont bien. Alors, pas de pilote à bord, ben ça revient à penser que tous les systèmes doivent atteindre un taux de panne qui correspond aux objectifs qui sont fixés pour chacun des cas. C'est-à-dire que la panne simple devrait atteindre 1,3 pannes tous les 100 millions de vols. On aurait donc la même chose pour les pannes majeures. Les autres événements, ils ne sont pas prévus par les systèmes et ils resteraient à couvrir. Donc là, nous sommes devant techniquement une quasi-impossibilité, à moins de mettre 2 pilotes au sol et puis d'avoir un pilotage permanent. Donc on aurait artificiellement 0 pilote à bord, mais on aurait des pilotes qui seraient au sol et qui piloteraient en réalité comme on porte... oui, enfin un drone, il peut être autonome ou pas, ou comme une télécommande qui existerait. Voilà. Donc en 2050, nous pensons qu'il est irréaliste d'atteindre ces objectifs-là, et il vaut mieux ne pas en parler. Alors, là, je vous ai parlé de scénarios de base. En fait, on peut imaginer... Alors, le premier scénario, c'est celui où on divisait par 2, c'est celui-ci.
Donc on dit, bon, il n'y a pas trop de problème. Après, on supprime un pilote à bord. C'est le cas, par exemple, on s'est dit, tiens, pour prendre moins de risques, c'est le faire sur un court courrier, donc avec un pilote à bord et un pilote au sol. Et puis on s'est dit, tiens, pour améliorer entre les deux, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est en long courrier. Vous savez que l'exigence aujourd'hui, c'est d'avoir toujours deux pilotes à bord, un équipage de repos, de manière à ce qu'il y ait une permutation et un repos d'équipage. On s'est dit, on pourrait tenter, à ce moment-là, dans ces scénarios, d'enlever un pilote, le troisième, faire en sorte qu'il y a deux pilotes, il y a toujours un pilote en commande, un pilote qui va au repos, et un taux de fiabilité des systèmes, avec des systèmes automatiques qui permettraient, en croisière, donc, de continuer le vol, même si survient une incapacitance soudaine du pilote qui reste à bord. Alors, la première étape, c'est de dire, faisons ça avec un pilote au sol. Alors, quel est l'avantage pour une compagnie aérienne? L'avantage, c'est que le pilote au sol peut surveiller 10 vols, 20 vols, parce qu'on n'a pas une occurrence de cas exceptionnels, de cas d'incapacitance ou autre, qui justifie d'avoir un pilote au sol en permanence. Donc, on a une répartition, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 pilotes à bord, ou 3 pilotes à bord, on a, je vais dire, 2,1 pilotes à payer. Et puis, si on a suffisamment confiance, on a fait de l'expérience, à ce moment-là, eh bien, on fait la même chose sans pilote au sol. Pourquoi? Parce qu'on a développé des systèmes automatiques qui sont bien évolués et qui peuvent ramener l'avion pendant un laps de temps, une dizaine de minutes, dans des conditions de vol satisfaisantes, le temps que le pilote qui est au repos sorte de sa zone de repos et reprenne en main l'avion. Donc on se retrouve avec un pilote. Et puis le scénario 3, c'est on prend du court courrier, on fait Toulouse-Paris, on met un seul pilote à bord, on a beaucoup d'aéroports de déroutement, donc s'il se passe des choses, le pilote il atterrit à Agen, il atterrit à Limoges, il atterrit à Poitiers, et puis avec un pilote qui peut surveiller pendant tout le laps de temps. Alors après, pour tous les courriers maintenant, y compris les longs courriers, eh bien, on ne met qu'un seul pilote à bord. Lorsqu'on a accumulé suffisamment d'expérience ici et suffisamment là, on a confiance avec un pilote sol. Et puis on fait la même chose, plus qu'un seul pilote à bord avec tous les courriers. Vous voyez, donc il y a une stratégie possible d'évolution dynamique pourvu qu'on ait accumulé la confiance qui va bien. Bon, et puis 0 pilote, le rôle du commandant de bord reste à déterminer si un passager se sent mal, et puis avec les pilotes au sol pour tous les temps. Voilà, donc on a fait ces cas qui sont de plus en plus sévères. On a une image d'ailleurs qui montre qu'on passe de plus en plus en rouge. Et pour nous, si on arrivait dans les 2050 à peu près à ici, disons, on serait déjà pas mal content. Mais ce n'est pas à nous à décider, parce que d'autres entités doivent le décider sous l'aspect économique, sous l'aspect réglementaire, sous l'aspect social. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit maintenant quels sont les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, on va les retrouver dans l'ensemble des activités qui permettent d'avoir un meilleur contrôle de la machine. D'abord, le pilote, par sa formation, la formation de base, puis après les échanges de connaissances entre pilotes, le Crew Resource Management, le transfert des tâches qui peuvent avoir lieu. On peut améliorer les interfaces. On améliore également la machine par rapport, ça c'est l'homme dans son environnement, la machine par rapport à son ensemble, avec des capteurs qui soient améliorés, la robustesse et la résilience des logiciels, puisqu'il va y avoir des systèmes qui tombent en panne moins souvent, on a vu les objectifs. On peut échanger également avec les autres véhicules aériens pour aider un équipage qui est en détresse, un pilote qui se retrouve tout seul, qui a besoin d'un échange avec un collègue, etc. Donc, si vous voulez, voici donc une topologie un peu de différents axes
qui nous permettent de dire, ben, si on veut aller dans le sens que l'on recherche, voici les sujets que l'on peut travailler tous ensemble dans les différents secteurs. Alors, on va maintenant regarder des précautions essentielles. Une fois qu'on a dit ça, si on va aller dans le sens que nous avons indiqué, bien entendu, il faut s'occuper énormément des pilotes, de ce qu'il faut insérer dans leur esprit et tenir compte en particulier des capacités et des limitations humaines. On ne peut pas ajouter impunément des tâches et des tâches et des retâches. On sait que les manuels de vol sont suffisamment complexes, donc il faut les simplifier au maximum, dans les conditions normales et dans les conditions de stress. On a vu que les cas de stress sont significatifs également. Il faut faire en sorte, bon, je crois qu'on l'a déjà dit, la perception soit permanente de manière à ce qu'elle soit correcte dans toutes les situations, éviter les arbres de Noël avec des effets de falaise intellectuelle. Alors ça, c'est le cas pire qui survient. C'est arrivé au pilote de l'avion Qantas qui a eu un éclatement moteur sur la 380, où finalement il y a eu tellement de systèmes endommagés avec les débris qui ont été endommagés des systèmes que finalement tous les systèmes se sont déclarés en panne. Donc l'équipage avait une illumination de rouge partout. Et là, pour s'en sortir, il fallait trouver les ordres hiérarchiques, etc. C'était un cas qui était extrêmement difficile. Bon, ils s'en sont sortis, heureusement. Il faut dire au passage qu'ils étaient 5 pilotes chevronnés à bord. Le coup de bol, ils étaient les 3 normaux, puis il y avait 2 inspecteurs de vol, dont le chef pilote. Et l'anecdote dit que le commandant de bord, il a sorti l'avion, bon, puisqu'il a agi avec les 5 autres, mais il a eu une mauvaise note parce que son comportement n'a pas été adéquat. Bon, je laisse juger les gens de la profession. Bon, alors, également, un autre point qui est important, c'est les protections qui existent dans le domaine de vol, par exemple, et de ne pas les faire sauter tout d'un coup, même si on se met en cas de panne. Vous savez qu'il y a des cas où, jusqu'à présent, on avait conçu que s'il y avait une sortie de domaine, c'est qu'il y avait une absence de maîtrise ou une sortie de capteur de valeur normale, et on faisait sauter l'ensemble. Ce qui fait que l'équipage se retrouvait dans une situation encore pire, parce qu'avec les capteurs, ils ne savaient pas où ils se trouvaient, et puis pour récupérer, c'était quand même soudain. Donc il y a eu des améliorations qui sont faites, et sur la 350 déjà, on maintient beaucoup plus longtemps les systèmes automatiques et les protections, même en mode dégradé. Un point important, c'est la sélection et la formation des pilotes, et là je vais y revenir tout à l'heure, sur la maîtrise du pilotage, la récupération en cas de sortie du domaine de vol, c'est-à-dire leur faire des entraînements avec des vols acrobatiques, être en dehors de position normale, et surtout la maîtrise de soi, les conditions sous stress, puisqu'on peut retrouver des pilotes, et ça s'est retrouvé chez nous en formation, qui étaient formidables intellectuellement, qui répondaient à toutes les questions, mais une fois qu'ils se sont présentés dans une situation réellement pré-accident, ils ont été incapables de sortir leur savoir. Voilà, avec des réactions complètement absurdes. Je ne fais pas allusion à un avion Air France pour lequel il y a eu une absence d'indication de vitesse, et la première réaction du pilote, c'était de tirer sur le manche. Voilà. Et là, il a mis en situation de décrochage. Alors là, c'est le truc malheureux. Voilà. Et puis, il faudrait surveiller donc la vigilance si on met de plus en plus d'automatisme, de manière à ce que l'équipage soit toujours en activité. Alors, une fois qu'on a parlé, là j'ai parlé de l'avion, j'ai parlé du pilote, j'ai parlé des systèmes. Mais il ne faut pas ignorer que si on va vers les automatismes, il y aura des effets sur d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Un avion,
il aura plus d'automatisme, donc il aura plus d'autonomie, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres fonctions qui existent ailleurs? Le contrôle de la circulation aérienne. L'avion, il va se comporter comme il va se comporter. Il faut que le contrôleur qui suive le vol admette cette situation ou ait la connaissance qui va bien en disant j'accepte ou je n'accepte pas. Ça, c'est un nouveau rôle. L'organisation du centre de contrôle des opérations pour les compagnies aériennes, c'est la même chose. Vous savez qu'il existe donc des centres de contrôle des opérations. Donc à Paris, c'est à Roissy pour Air France. Et vous avez des gens qui suivent le déroulement du vol, qui indiquent à l'équipage ce qu'il convient de faire s'il se produit certains événements. Si l'avion est autonome, à ce moment-là, le rôle du CCO est différent. Et qui prend la responsabilité de ce changement d'opération? Est-ce que c'est celui qui a conçu l'automatisme qui a conduit à ce changement de conditions d'opération, ou bien ça reste dans la compagnie aérienne? Donc là, il y a une responsabilité. On retrouve ça dans le cas des voitures autonomes, dans les cas d'accidents qui surviennent. La formation du personnel. Alors, la formation du personnel, là j'insiste sur un point, c'est que ça ne doit pas couvrir uniquement l'équipage, mais ça doit couvrir tout le contexte. C'est-à-dire déjà les pilotes qui seraient au sol, par exemple. Bon, cela on va dire, ils peuvent être formés comme les pilotes. Mais ça peut couvrir les gens de la maintenance, ça va couvrir les CCO, ça va couvrir les contrôleurs de la navigation aérienne, etc., etc. Donc il y a un contexte à préparer. On ne peut pas, comme ça, impunément, passer immédiatement. Je passe de l'avion aujourd'hui qui est contrôlé de A à Z, un avion qui est autonome, sans qu'il y ait des répercussions chez les autres. Donc il faut que ce soit coordonné. Les précautions complémentaires, à partir du moment où on aura davantage d'automatisme, il faut qu'on développe des moyens de conception et de validation qui soient plus agiles que ceux qui existent actuellement. Aujourd'hui, nous travaillons sur la base de méthodes qui sont très segmentées, donc il faut passer par chaque segment. Donc ça fait un travail qui est très fastidieux, qui est difficile à faire. Imaginez qu'il y ait simplement un point de logiciel qui soit modifié, il faut repasser par tout, faire une remarche arrière pour voir tout ce qui peut être touché, tout justifié. Il faudrait disposer de systèmes plus automatiques qui permettent d'améliorer cette approche et surtout penser à la complexité des combinaisons d'états qui peuvent exister lorsque on augmente le nombre d'automatismes. Alors, j'ai parlé des divers imprévus. Vous savez, le troisième cas de panne qui survient tous les jours. Comment peut-on faire pour les résoudre de manière automatique? Est-ce qu'on peut aider l'équipage? Est-ce qu'il n'y a que l'équipage? Je prends un cas, le danger aviaire. Est-ce qu'on peut équiper l'avion d'un système de radar qui va immédiatement faire apparaître en quelques millisecondes la présence d'objets étrangers et faire une inflexion sur la trajectoire de l'avion pendant le décollage? Ce n'est pas complètement aberrant. Une piste d'atterrissage qui soit emprunté par un véhicule, par un camion ou un avion qui n'est pas sorti, le système peut faire, l'avion peut le voir avec un système de visualisation qui va bien, de caméra ou de radar, et faire une remise des gaz automatique sans qu'il y ait intervention quelconque de l'équipage. Une remise des gaz, ce n'est pas quelque chose de très évident à faire. Il y a eu des cas d'accident sur ces sujets-là. Et puis nous avons découvert pendant notre symposium, notre conférence en juin 2016, que finalement nos chers organismes de recherche et nos chers industriels partaient sur des axes de recherche qui sont tous valables. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'ils font et s'ils ont une complémentarité entre eux. Donc à partir du moment où un objectif est fixé, on pourrait très bien
en déduire quels sont les axes de recherche privilégiés qu'il faut donner, que chacun garde sa propriété industrielle sur les retours, mais au moins qu'on ait un ensemble cohérent, qu'on n'ait pas des trous dans la raquette. Aujourd'hui, on a des trous dans la raquette sur la recherche. Donc c'est une recommandation que nous voulons faire. Voilà, la morale, donc je vais terminer. La morale de cette histoire, c'est que nous pensons que pour améliorer la sécurité des avions de transport, on peut encore étendre l'usage des automatismes en évaluant l'intérêt des évolutions vers plus d'autonomie, voir les scénarios que je vous ai énumérés, jusqu'à 5 ou 5 bis, sachant que les interventions humaines, alors ça c'est une remarque importante, plus on aura d'automatisme, plus les interventions humaines auront des occurrences plus rares et avec des situations inattendues plus sévères. Donc on tombe dans le paradoxe où si on donne trop d'automatisme, ou s'il n'y a pas un système de suivi permanent, eh bien on risque de se retrouver plus facilement devant le fameux effet de falaise, où finalement le pilote va se retrouver dans une situation, je ne sais pas où l'avion se trouve, etc. Donc il faut assurer une connaissance permanente de cette évolution et prendre cette problématique en compte. Bon, pour les adeptes des avions sans pilote, je pense que vous l'aurez compris, hein, notre credo, c'est que la réduction du nombre de pilotes ne peut avoir lieu que lorsqu'on sera assuré d'une probabilité d'accident suffisamment faible, et ça prendra du temps, parce qu'on ne va pas changer des ordres de grandeur, un ordre de grandeur ou 2 ordres de grandeur comme ça, en claquant des doigts. Jusqu'en 2050, au moins, il devrait y avoir au moins un pilote à bord, suivant les scénarios que je vous ai établis. 0, on n'en parle pas. Alors après, on peut y aller de manière progressive avec le scénario 1, le scénario 2, le scénario 2 bis, on peut voir. On peut passer un seul pilote sur un court courrier comme Toulouse-Paris. On me dirait qu'il n'y a qu'un seul pilote avec des PA qui sont bien développés, des déroutements et des pilotes sol. Bon, pourquoi pas. Je pense que j'arriverai à m'en satisfaire. 0, je ne sais pas si je serai vivant pour pouvoir dire oui. Voilà. Et on pourra se passer d'une assistance au sol quand on diminuera le nombre de pilotes à bord. Oui, on devra passer, donc c'est ce que je viens de dire, à cause du CRM. Alors, en finale, évidemment, pour assurer la sécurité des vols, il faut avoir une communication qui soit sûre et qui soit protégée des attaques en cyberattaque. On peut se poser la question maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous aider à la résolution de la mise en place plus rapide de systèmes de correction, par exemple la partie de l'intelligence artificielle correspondant à l'apprentissage automatique, qui est le machine learning, où il y a donc la machine identifie une situation, il y a une correction qui a été effectuée, et il y a un système d'enregistrement qui permet de mettre dans la machine cette correction, qui peut être d'ailleurs validée, et peut-être que cette approche-là, à partir du moment où il y a une validation postérieure qui est faite avec intervention humaine, ça pourrait faciliter l'approbation par les autorités de certification. Le deep learning, où là, la machine regarde tout ce qui existe dans tout Internet, dans tout ça, et puis la machine a fait ce qu'elle veut. Moi, je ne sais pas comment on peut la certifier, et je ne sais pas si on peut le faire. Mais là, on a peut-être une voie de progrès qui est possible. Alors, une autre question qu'on peut se poser, qu'apportera l'expérience des véhicules terrestres autonomes? Ils ont une approche qui est du type un peu machine learning. D'ailleurs, on a été influencé quand on a écrit ça. C'est un peu la même chose. Vous avez vu les voitures avec Google, avec les radars qui examinent des situations. Ils essayent d'identifier une situation, ils corrigent ou ils ne corrigent pas, il y a une intervention humaine, mais tout ça c'est enregistré. Et pour les étapes suivantes,
ce qui a été enregistré est introduit dans le comportement de la machine. Voilà. Alors je pense qu'il ne faut pas, avant tout, il ne faut pas oublier que si on veut diminuer le nombre de pilotes à bord, il faudra d'une part passer par les fourches codines des acteurs économiques, parce que vous avez vu qu'on prend un certain nombre de précautions, on met davantage d'automatismes qui sont plus fiables, on met des pilotes sol, on change des fonctions sociales éventuelles. Donc les acteurs économiques devront se prononcer. Nous avons voulu faire une approche technique. Nous pensons qu'elle peut être certifiable suivant certaines conditions avec des taux de panne que l'on va obtenir. Par contre, il faut qu'effectivement les compagnies aériennes s'y retrouvent. Je pourrais en revenir par exemple à l'occasion de la taille de l'avion, où le document NASA qui montrait ses études SPO mettait bien en exergue le poids relatif, le coût relatif d'un deuxième pilote sur un avion de faible capacité. C'est le cas de l'ATR, André va s'en occuper, un ATR 42 qui va transporter 55-60 passagers. C'est vrai que le coût du deuxième pilote est autrement plus élevé que lorsqu'on transporte 350 passagers ou 200 passagers, puisqu'on peut ramener le coût donc, à la tête du passager. Alors, quel niveau d'expérience sera nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Et petite allusion au transport de marchandises. Est-ce qu'une solution ne consiste pas à passer par des drones de grande taille qui ressembleraient à des véhicules, qui pourraient transporter des passagers, mais au lieu de transporter des passagers, ça serait des marchandises, pour lesquelles, à ce moment-là, bon, les conditions de sécurité, ce sont les personnes survolées, c'est moins les marchandises. Bon, les marchandises, c'est malheureux si on les perd, mais c'est quand même moins que si ce sont des passagers. Donc là, il y a peut-être une voie qu'il faut explorer. Alors, je dis, n'oublions pas non plus que déjà, on identifie, du fait de la croissance du trafic aérien, un besoin de formation de pilotes en l'espace de 20 ans de 617 000 pilotes. Alors, et surtout avec un gros paquet, regardez en Asie, il y a presque une moitié, pas tout à fait, mais vous voyez, une bonne répartition. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on commence à former déjà ces jeunes pilotes maintenant, ben, ce sont des pilotes qui vont voler avec les avions d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les avions de 2050. Et donc à ce moment-là, on aura un problème après de reconversion si on fait un changement important sur les interfaces machines, sur le rôle, les responsabilités, ne serait-ce que par la nature de conservatisme que nous avons tous. Combien de pilotes ont accepté de se remettre en cause dans ces jeunes qui viennent d'être formés? On a connu ça lorsque Airbus a introduit l'A320. Les premières années de l'A320 étaient illustrées par les articles négatifs qui apparaissaient chaque semaine contre la perte de contrôlabilité et le pouvoir des pilotes à cause des automatismes qui ont été mis en place. Bon, ben, il se trouvait, bon, j'étais au cœur du système, que chaque fois qu'on invitait un chef pilote d'une compagnie américaine, pour ne pas les citer, parce qu'il se trouve que les Américains avaient un souffleur derrière, hein, si vous voyez qui je veux dire. Ben, quand les chefs pilotes passaient chez nous et faisaient des vols, ben, c'était terminé. Pour la compagnie, ils disaient non, mais c'est bon, on peut acheter des A320, c'est bon, on peut le faire. Voyez. Et là, c'est la même chose. Ça va être la même chose. Si on fait une évolution dans un certain sens, 617 000 pilotes à former, ça va être autant d'un potentiel, je ne sais pas quel pourcentage, de résistance. Bon. Alors, à moins de bien préparer les choses, de bien annoncer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, ben les voilà. Les voilà. Voilà, ceux de 2035, on commence à les entraîner. On se dit, là, ils ne vont pas piloter tout de suite, mais à leur âge, vous prenez leur âge, vous transposez à 2035,
Bon, ben, ils seront matures et puis ils connaîtront un peu l'avion. Voilà ce que nous pensons. Il faut le faire avec discernement. Alors, je n'ai fait qu'effleurer les principes de base du travail que nous avons fait en l'espace de 4-5 ans. Donc il y a un dossier, qui est le dossier 42, qui donne beaucoup plus de détails, bien entendu. Là, j'ai voulu mettre les grands axes. Voilà, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, ces systèmes, une fois au point, il va falloir qu'ils se mettent en œuvre rapidement à la surface de la Terre. Pour que tout le monde travaille de la même façon. Ici. Ce seront des systèmes coûteux qui vont être réservés à l'aviation de ligne, on va dire. On ne peut pas imaginer ça, a priori, enfin, au début au moins, sur les avions qui font de l'aviation sportive, les petits bimoteurs. Est-ce que sera imposé une altitude minimale, c'est-à-dire tout ce qui vole au-dessus de 10 000 pieds, mettons, devra être équipé avec tout ça? Je ne peux pas vous répondre. Maintenant, je ne vois pas pourquoi des systèmes automatiques ne respecteraient pas les conditions actuelles de vol avec le RVSM qui existe et avec les différentes conditions. Après, on verra si on peut en sortir progressivement, sachant qu'il y a une introduction progressive. La version générale... On n'imagine pas de tels systèmes sur des petits coucous qui ne coûtent pas très cher. Et je crois savoir que sur les petits coucous, pour avoir été pilote privé, on n'était pas à deux à bord. Hein. J'étais tout seul. Je voulais à l'asboard, modestement. Manola. Oui. Oui, c'est... Tu as parlé de 200 fois meilleur à un moment donné. Et pour un pilote, et là-dessus, je me suis demandé, 200 fois meilleur, je sais pas ce que ça représente. Et j'ai repensé à un article d'Amalbertini qui disait que pour les aléas qui étaient de l'ordre de 10-2, 10-3, quelqu'un sur sa carrière les rencontrait ou avait quelqu'un de proche qui les avait rencontrés. Qu'au-delà 10-4, 10-5, c'était par oui dire, et que sinon c'était purement abstrait comme connaissance. Mais il y a un dispositif qui permet de rendre ça plus concret, c'est le simulateur de vol. Alors, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, les simulateurs de vol, ils sont bons, corrects? Est-ce que l'évolution qu'on peut attendre sur ces simulateurs peuvent permettre d'attendre des améliorations aussi des réactions des pilotes qui permettent de gagner, alors je ne sais pas moi, 10%, 50%, 100%, 200%? Je sais pas. Bien sûr, la question elle est bonne. C'est les deux ordres de grandeur, les 200, qu'on n'arrive pas à appréhender. On serait aller à un ordre de grandeur, on dirait, à la limite, en faisant beaucoup de simulations, beaucoup d'entraînement, etc., le pilote pourra faire mieux, mais garder deux ordres de grandeur, nous ne savons pas le résoudre. En tout cas, nous ne savons pas le démontrer. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de l'écart qui existe actuellement entre les pilotes? Je n'ai pas compris. C'est... Oui, de 200%, enfin de 2 ordres de grandeur de mieux par rapport à la moyenne actuelle. Mais dans la population actuelle de pilotes, déjà, il y a un écart de combien? Je parle des professionnels, là, bien sûr. On a vu que, en gros, on voit les ordres de grandeur qui sont intervenus. On a gagné 10 fois en fiabilité. L'intervention humaine, elle est passée de 75% à 50%. Bon, ils ont gagné 20 fois. Voilà, c'est 20 fois par rapport à 200. Voilà, grosso modo. Hein.
Mais comme ça, bisto des nazes, hein, c'est mon premier raisonnement. Global. Ouais. Oui, le débat tourne autour plus d'automatisation et moins de pilotes. Moi, j'aimerais qu'on sépare les deux sujets. Hein. Je pense que l'automatisation va dans le sens d'une amélioration de la sécurité. Maintenant que les compagnies veulent mettre 1, 2 ou 3 pilotes, c'est de leur ressort. C'est aux avionneurs de faire des automatismes qui permettent une exploitation avec des taux de panne évoqués. J'ai un autre sujet qui a été un peu abordé par le monsieur. Un pilote, un moteur, vouloir supprimer et 0 passager avec, vous supprimez le pilote, l'avion n'a plus aucune raison d'être. Donc il faut transporter quelque chose pour que l'avion ait un sens, ou du moins pour le transport aérien. Et je pense qu'il faut comprendre ta présentation dans le transport aérien. Alors ce qui est très intéressant, peu de personnes le savent, aujourd'hui, on peut en toute légalité faire voler 9 passagers avec un seul pilote pour des turboprops. Alors, moi, la question que je pose, c'est puisqu'on autorise le pilote et 9 passagers, qu'est-ce qui a fixé les 9 passagers? Alors, quand on lit l'histoire, ça remonte à 50 ou 60 ans, où les moteurs n'étaient pas fiables, les radios ne fonctionnaient pas, et les systèmes qui aidaient le pilote n'étaient pas là, l'aide à la navigation n'était pas là. Donc, moi, je pose réellement la question, sans toucher le degré d'automatisation, donc avec un avion comme aujourd'hui, peut-on augmenter le nombre de passagers qui seraient compatibles avec un seul pilote, sachant qu'aujourd'hui, c'est 9 pour un avion à hélice. Donc je pense que maintenant, si en plus on met de l'automatisation, mais l'automatisation sur un petit avion, c'est difficilement acceptable d'un point de vue financier, donc je vois le problème beaucoup plus financier qu'autre chose. Donc ma question, comment faire pour que l'amélioration des systèmes, des moteurs, se traduise par une augmentation de la capacité maximale que l'on peut transporter avec un seul pilote. Ça s'appelle le SPO sans automation. Là, tu as une partie de la réponse sur l'incapacitance du pilote automatique, du pilote humain. Ah oui, mais parce que tu auras un taux de perte de 1,3 tous les millions de vols, alors qu'on vise 0,8, un truc comme ça. Alors, c'est là qu'on doit dire, si on veut faire ça, il faut rajouter des systèmes automatiques qui vont se substituer pour certaines fonctions à l'absence du pilote, au pilote qui est passé en incapacité. Parce que le 1 pilote, les 9 passagers, ben, ça a été étudié par les Américains et les assureurs pour savoir combien ils pouvaient se permettre de payer les gens qui avaient perdu des vies, quoi. Combien ça coûtait, 9 passagers. Oui, lorsque vous vous réunissez comme ça entre Français, quelle est la position du CEAM de Mont-de-Marsan pour ce qui concerne bien sûr son activité fret militaire aérien? Est-ce qu'il a une position déjà un peu tranchée comme il peut avoir dans le domaine de l'aviation de combat? Ou bien est-ce qu'il reste totalement dépendant des décisions qui seront prises pour l'aviation civile? Alors d'abord, je suis passé rapidement, mais en fait, nous avons été leur rendre visite. Parce que savoir comment se passait la vie d'un pilote à bord d'un Rafale, c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est vrai que leurs objectifs de fiabilité ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur que les nôtres. Nous parlons maintenant, en gros, on va dire 6 accidents tous les 100 millions de vols. Ils n'en sont pas là avec des Rafales. Vous enlevez des zéros et des zéros, je ne veux pas Je ne parle pas de Rafale, hein. Je parle d'un futur... Alors, la démarche intellectuelle leur plaît, ils peuvent l'adapter à leur propre système, mais c'est vrai que nous sommes plusieurs ordres de grandeur plus exigeants, quoi. Alors par contre, il y a un point donné là que ça me conduit à un point sur lequel je n'ai pas insisté dans cette présentation, c'est que sur les avions comme Rafale,
ils ont un bouton de sauvegarde qui fait que lorsque le pilote se retrouve dans une situation où il ne sait pas comment s'en sortir, il appuie sur ce bouton, le bouton de sauvegarde, qui est un bouton rouge, et l'avion apparemment se remet dans une situation de vol contrôlé qui permet au pilote à ce moment-là de se récupérer. Et nous pensons dans des solutions pour dire que dans tous les cas, il faut trouver des modes qui satisfassent le pilote dans tous les cas de stress. Peut-être qu'un bouton de sauvegarde de ce type serait intéressant. Alors jusqu'à présent, on ne l'a pas fait parce que nos ingénieurs avaient de la réticence à donner des ordres de contrôle dans des conditions de qualité de vol qu'ils connaissaient mal. Voilà, c'est la différence. Dans les avions d'intervention, comme ça, les avions de chasse, d'assaut ou les Américains, essayent les comportements des avions dans toutes les positions inusuelles, même si la qualité des données de ce qui n'est pas aussi bonne des conditions normales, c'est un risque qui est accepté pour donner des ordres sur les commandes de vol pour faire cette récupération. Et chez nous, nous avons été réticents jusqu'à présent. Bonsoir. Moi, je m'interroge sur la sécurité vis-à-vis des... Vous avez parlé de l'aviation, en général plutôt des pays en Europe, États-Unis, mais dans un de vos graphiques, on voyait qu'il y avait des pays, dont l'Afrique, qui n'avaient pas l'air d'être très opérationnels. Comment vont-ils, eux, et avec quelle aide, pour arriver au même niveau que nous ? Vous parlez des autres régions. Des risques d'accident et de la formation à la fois des avions et des pilotes, enfin pour que eux, leur risque accident arrive à notre niveau. Parce que vous avez fait des projections, mais quels seront les moyens qui vont leur être donnés s'ils n'ont pas des formations, s'ils n'ont peut-être pas forcément les avions les plus performants, et comment ils vont arriver à s'équilibrer par rapport à nous, comme vous avez noté également à un moment donné pour les pays de l'Est ou des choses comme ça. Donc comment équilibrer pour que tout le monde puisse voyager dans les conditions optimales ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation... Il y a une région que je connais bien, c'est l'Afrique, parce que je m'y rends souvent, donc je m'y suis intéressé. Ils ont énormément amélioré. Et maintenant, les exigences de l'organisation de l'aviation civile, l'organisation de l'OACI internationale, les pressent de plus en plus, de manière à avoir les licences et avoir les autorisations de vol, les pressent pour se mettre à des standards de plus en plus élevés. Et effectivement, on peut constater qu'il y a des améliorations. Je ne voulais pas montrer, il y avait deux colonnes pour les autres pays là, qui disparaissaient du diagramme. Mais en fait, il y a une nette amélioration. Et vous avez vu que je suis descendu à un niveau de 2,2, qui est à peu près ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Alors, il y aura toujours un décalage, peut-être, mais ils arrivent vite. Ils arrivent plus vite qu'on y pense. C'est Thomas. Oui, bonsoir monsieur. Je suis arrivé en retard, alors peut-être que vous en avez parlé avant mon arrivée, mais la proportion, enfin c'est je dirais ce qui court dans le public dont je suis, c'est que la plupart, je ne sais pas quelle proportion, mais beaucoup d'accidents sont dus à des facteurs humains. Le Rio-Paris, le Mont-Saint-Odile, l'A320 qui s'est crashé lors d'un meeting il y a un certain nombre d'années en Alsace, etc. Alors, les moyens technologiques et l'amélioration des performances des matériels, en l'occurrence des sécurités et autres, ont fait que maintenant, il y a très peu, on a vu, très peu d'incidents. Alors évidemment, les pilotes, ils les corrigent dans la très grande majorité des cas. Mais l'amélioration, à partir du moment où on a besoin d'un pilote, parce que la technologie n'est pas parfaite à 100%, est-ce qu'il ne faut pas agir fortement sur les pilotes, sur
la formation des pilotes dont vous avez parlé tout à l'heure, des pilotes qui étaient des gens qui paraissaient extrêmement fiables et qui n'étaient pas en situation de crise. Bon, alors effectivement, vous n'avez pas eu le mérite des premières planches. Bah, voilà, je m'en excuse. Alors là, autrement, vous auriez compris. Je dis 2 mots en répondant à ma collègue, là, Ouais. Manola Romero. Souvenez-vous qu'on disait qu'il y a 20 ans, les facteurs humains intervenaient pour 75% en direct ou indirect des cas d'accident, que les taux à l'époque étaient de l'ordre, je vais prendre un grandeur, de 2 accidents par million. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les facteurs humains interviennent pour 50% au lieu de 0,75, et les taux de panne ont été divisés par 5. Donc si je constate finalement cette division par 5 et le fait que les pilotes ou les humains n'ont que 50%, vous voyez qu'il y a eu un facteur très important qui a été franchi, de l'ordre de 10. De 10, ouais. Voilà, vous avez la démonstration. Ok, merci. Alors les chiffres sont pas bons, les chiffres, mais c'est pour donner la tendance. Oui, bonsoir. Justement, à propos de la vie à bord des pilotes dans le cockpit, est-ce que, par rapport à des systèmes de plus en plus automatisés, l'être humain, en fait, n'est pas habitué à être vigilant quand il n'est pas sollicité? C'est-à-dire qu'il délègue, en fait, les automatismes, enfin, les actions classiques nominales au pilotage, enfin, automatique. Et de ce fait, sa vigilance diminue, naturellement, sans qu'il s'en rende compte. Et du coup, comment pourrait-on, en fait, de temps en temps, en fait, un peu exciter les pilotes à bord pour de nouveau, effectivement, être actifs et toujours dans la boucle, en fait? Donc, est-ce qu'il y a des moyens de mise en place de ce genre de réactivité renouvelée des pilotes face à des systèmes de plus en plus automatisés sur lesquels ils ne sont pas habitués, en fait, naturellement, d'être toujours vigilants, en fait? Bon, ben ce problème, nous l'avons identifié, le problème de vigilance, de l'habitude des automatismes, du fait que lorsque une panne survient, elle va survenir beaucoup moins souvent et peut-être avec des conséquences plus importantes. Donc il faut maintenir cette vigilance. C'est vrai qu'il y a matière à recherche et à mettre en place quelque chose qui maintienne l'état. C'est tout à fait vrai. L'état de vigilance. Je ne suis pas devin, je ne peux pas directement vous donner la solution, mais on peut imaginer un tas de choses. Alors, il y a déjà un cas sur lequel les pilotes n'ont pas été très preneurs, c'est une caméra qui les surveille en permanence. Ils ne sont pas non plus dit tiens, ils disent on est espionné. Donc là, c'est pas. Donc il faut trouver d'autres systèmes. Alors il y a des appareils qui suivent l'activité oculaire pour savoir si le pilote est en train est actif ou pas, ou d'autres systèmes de sensation. Alors maintenant, est-ce qu'il faut lancer de manière aléatoire des besoins d'action? On peut y penser aussi. Donc il y a tout un tas de combinaisons et je pense que justement les chercheurs dont je parlais doivent se coordonner entre les concepteurs de cockpit, les chercheurs qui identifient la notion de vigilance des pilotes et les paramètres qu'il faut utiliser pour faire ça. Et puis en fait, il y a aussi l'aspect de comprendre les automatismes. C'est-à-dire que dans Rio-Paris, ils avaient complètement, dans le stress sévère dans lequel ils étaient, ils avaient oublié en fait simplement de piloter avec l'angle d'incidence pour limiter le décrochage qu'ils avaient eux-mêmes initié en fait. Donc il faut qu'ils comprennent eux-mêmes, en étant dans la boucle, ce que fait l'avion pour ensuite agir dessus et revenir au pilotage aux fesses en fait. Absolument. Absolument. Merci. Merci. Bonsoir et merci pour cette présentation. Vous avez parlé de 2 pilotes, 1 pilote, 0 pilote. J'ai un vague souvenir, il doit y avoir une vingtaine d'années, chez les Anglais. Je pense que c'était pour les avions de moins de ou jusqu'à 20 passagers ou de moins de 5 tonnes 7.
ils ont fait une expérience où c'était commercialement réalisé, où il y avait un pilote breveté CPL, Commercial Pilot, à gauche, avec un pilote privé à droite. Est-ce que vous avez investigué là-dessus? C'est un vague souvenir. À mon avis, c'est une décombinaison. Hein. Dans les scénarios, dans les 5 scénarios, on peut combiner plein de variantes. Hein. C'est pas idiot, effectivement. Si on veut avoir un vrai commandant de bord et puis après un second pilote qui soit un sous-pilote pour pouvoir atterrir un avion en cas d'accident, ça peut se concevoir. Oui. Parce qu'avec le manque de pilotes actuel, en plus, ça serait une solution intermédiaire. Alors après, socialement, il faut le traiter quand même. Bah, c'est un petit problème à traiter par rapport au monceau de problèmes. Absolument. Oui. Au sujet de l'Air France 447, ils n'ont pas été aidés pour réaliser qu'ils avaient décroché par le fonctionnement bizarre de l'alarme de décrochage. Un coup, elle fonctionnait, ça s'arrêtait, donc ils ont été paumés. Il y en a un qui pensait qu'ils allaient trop vite, l'autre pensait qu'ils allaient pas assez vite. Est-ce que quelque chose a été modifié? Est-ce que surtout Airbus a modifié quelque chose pour que cette alarme réponde à la réglementation? C'est-à-dire elle doit continuer, elle doit sonner en continu jusqu'à ce que l'avion n'ait pas retrouvé les conditions qui l'ont déclenché. Alors, écoutez, c'est pour ça qu'ils ont été perdus. Oui, non mais en dehors de la perception des conditions réelles de vol que le pilote doit sentir aussi, indépendamment des indications, parce que ça aussi, ça fait partie, si vous voulez. Hein. Alors, je ne suis pas Airbus. J'ai quitté Airbus. Non, mais je suis très sérieux. J'ai quitté Airbus en 2007. L'accident est arrivé en 2009. Et donc, je sais que des problèmes, ce point a été identifié puisqu'il est rapporté dans le rapport d'accident, hein, ce que vous dites. Je pense que des mesures ont été prises de la part d'Airbus pour traiter le sujet, mais je ne pourrais pas vous en dire davantage. Non, mais sur les avions Airbus, il n'y a pas d'indicateur d'incidence. Il n'y a pas des indicateurs d'incidence. Et c'est vrai que l'alarme de décrochage s'activait, se désactivait dans des conditions qui étaient bizarres. Et si, effectivement, l'équipage, en dehors qu'il s'y soit mis intempestivement, si l'équipage ne regardait pas ces conditions réelles de vol, effectivement, il pouvait être troublé. Oui. Je connais un directeur technique qui a quitté Airbus en 2007 et qui s'était assuré que ça existait toujours. Ben oui. Oui. Non, ouais. Oui, j'ai appris par la presse un problème très important lorsqu'un avion est pris dans une tourmente atmosphérique, qu'il y a des pays qui ne sont pas fiables. Il y en a un qui a été pris en tenaille qui a disparu dans l'île de Java. Et alors, ce qui paraît selon la presse, que le pilote, lorsqu'il a lancé ses taux de détresse, la station au sol était vraiment défaillante. Est-ce qu'on peut améliorer ce type de situation? Parce que actuellement, avec les périodes atmosphériques cycloniques, surtout dans le Pacifique, quand un avion passe à des pressions de 400 km/h, là, c'est... Et alors, évidemment, le problème, c'est qu'au sol, ils ne sont pas fiables. Il y a des pays qui ne sont pas du tout fiables, comme dans l'île de Java. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je ne peux pas vous y répondre. Hein. Là, c'est vrai, c'est un fait. L'aviation doit s'améliorer. On peut se demander pourquoi l'équipage n'était pas informé, pourquoi il a continué sa route, pourquoi il est rentré. Il y a un tas de cas. Bon.
Ah, une dernière question et puis ensuite on s'arrête. Alors il y en a deux qui lèvent le bras. Je suis très embarrassé. Oui, ton exposé tourne autour des systèmes essentiellement et l'avionique. Est-ce que vous êtes entré dans le détail entre ce qui vient système avionique et structure? Structure au sens large, mécanique. Là, on a encore deux quand même. Bon, c'était sur des moteurs, mais c'était extrêmement spectaculaire de voir exploser deux moteurs depuis 3 mois. Est-ce que tu es plein d'espoir pour ce qui est de la partie avionique? Est-ce qu'il y a une asymptote due à la mécanique en général, moteur ou cellule? Alors la deuxième moitié de la question, moi, ce n'est pas vraiment une question technique, mais en définitive, quand vous avez fait votre étude, lorsqu'on parle d'un pilote dans l'avion ou 0 pilote et puis de pilotes au sol, est-ce que vous avez pris en compte l'aspect psychologique que peut avoir le pilote au sol lorsqu'il gère une situation de crise? Je précise ma question. Lorsqu'on a un pilote qui est à bord et qui doit gérer une situation de crise, il la gère aussi parce qu'il veut survivre. Si on a un pilote au sol, je ne dis pas qu'il ne va pas faire tout le nécessaire, mais est-ce que le fait qu'il soit concerné au même niveau, d'un point de vue probabilité, a été pris en compte ou pas? Eh bien, je vais répondre à cette deuxième question. Ce point ne nous a même pas effleuré. Parce que nous travaillons avec des pilotes et nous avons évoqué que les pilotes qui seront au sol devraient idéalement être des pilotes qui volent par permutation dans des périodes de repos ou en fin de carrière, et que cette notion professionnelle fait que le gars qui est au sol, c'est comme s'il était à bord. Ce n'est pas possible. Donc ça ne nous a même pas effleuré, et avec tous les autres pilotes. Il a peut-être même plus de recul. Ouais. Alors pour la structure, je me demande pourquoi tu me poses cette question, mon cher André Morin. Je fais cette blague parce qu'il était responsable de structure chez Airbus. Non, en fait, nous avons voulu agir sur le paramètre, souviens-toi du 004, sur le paramètre qui est le plus modulable à la réaction du pilote. Si tu veux, système, pilote. Alors après, la structure, effectivement, on peut l'étendre. Mais alors quel type de fonctionnement ou de rupture de structure ou d'anomalie structure, on peut l'envisager. Par contre, ce qui est vrai, dans ce qui reste aujourd'hui, André, si tu n'es pas d'accord, tu répondras après, mais tu me laisses terminer. Et par contre, au point de vue maintenant mécanique, la machine a quand même atteint un certain niveau de maturité et ça devient moins visible, quoi, l'interface. Oui. Alors, toi qui as fait de la structure, tu devrais savoir que la structure, elle est dimensionnée pour les charges. Il se trouve qu'après 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, on sait calculer les charges appliquées aux avions. On ne voit plus d'avions qui cassent sous des rafales. Hein. Enfin, le dernier que je connaisse, c'est un Fokker 28 qui a perdu une aile au-dessus d'Amsterdam, hein, et qui a forcé les Hollandais à inventer la negative gust. Hein. Donc, je réponds à ta question. On sait d'une part bien calculer les efforts et par ailleurs, on sait bien calculer la résistance des matériaux. Donc, aujourd'hui, côté cellules, je pense qu'on n'a plus d'accident dû à une rupture de quelque chose. Côté moteur, il faut être... il y a encore deux pépins récemment, hein, donc ça existe. J'ose pas dire qu'ils ne savent pas calculer les charges, j'ose pas dire qu'ils ne savent pas calculer les contraintes, mais actuellement, s'il y a un élément faible structural, c'est plutôt du côté du moteur que de l'avion qu'il faut le chercher. Très bien. Bon, eh nous allons nous arrêter là. Je voulais vous donner 2 informations avant de remercier Alain Garcia. Donc 2 informations. L'une, le dossier concernant cet aspect-là qui vous a été présenté rapidement lors de cette conférence est disponible à l'entrée. Et deuxièmement, vous annoncez la prochaine conférence qui aura lieu le mardi 29 mai. Alors sur un
tout autre sujet, puisqu'elle s'intitule « Y a-t-il un plan B pour la Terre ?»